Les choses sont prêtes si jamais on a une opportunité, mais on est fin 2019, début 2020, on n'est visiblement pas parti pour. D'accord. Euh, et sauf que à ce moment-là, bah, t'as le Covid qui arrive, quoi. Et, et ça va tout changer. Et, et ça a tout changé. Salut Richard, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Christophe, avec plaisir. Et bah, comme habituellement, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, même si je pense que beaucoup de monde te connaissent? Écoute, je m'appelle Richard Arnaud, j'ai 31 ans, je vais sur mes 32, passionné de sport auto et de sim racing depuis le plus jeune âge. J'ai monté il y a quelques années une entreprise Race Clutch qui officie dans le milieu du sim racing, que j'ai réussi à en fait construire autour finalement de ce qui était à la base une passion en mon métier de tous les jours. Au-delà de ça, et au-delà de l'auto, j'ai toujours apprécié aussi le milieu du jeu vidéo. Et finalement, d'aventures et d'anecdotes en anecdotes, finalement, bah, je suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Ok, tu as aussi un passif, enfin pas un passif, un actif actuellement de youtubeur, donc une chaîne Oui. qui parle du sim racing en général, on en viendra un petit peu plus tard. Est-ce que tu peux nous expliquer justement, parce que enfin, concrètement, tu vas faire partie de, ou tu es peut-être même la seule personne qui a réussi à créer une entreprise autour du sim racing, donc une entreprise française, Cocorico. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, avant de parler de ça, comment est venu ton amour pour le sport automobile? Sûrement, je suis pas, je suis loin d'être la seule personne qui ait créé une boîte française. On a quand même une petite boîte française qui s'appelle Trustmaster, qui est le leader Oui, mondial alors dans la créa, du, oui, mais ce que je veux dire dans le sim racing, ce que je veux dire, c'est pas au ouais, niveau de la création de matériel, tu vois, mais vraiment, je trouve que ouais, aujourd'hui, dans les équipes e-sport, j'ai pas d'autres exemples à donner, quoi. hmm. Ouais, je vois où tu veux en venir. Passionné de sport auto d'abord, effectivement. Ouais, C'est comme ça que je suis arrivé en fait aux jeux vidéo. Le parcours, je pense, classique de beaucoup de personnes qui aimaient l'auto. Je suis de 93, donc si tu veux, c'était la période Ferrari Schumacher. ouais, Dont moi j'étais grand fan. Voilà, j'étais OK. Team Ferrari, pas Team McLaren et Hakkinen à cette époque-là. Et n'ayant pas les moyens de faire du sport auto en réel, bah, je répliquais en fait avec le jeu vidéo qui arrivait, les jeux Formula One de l'époque, donc F1, 98, 99, F1 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 5, enfin Ouais, de Championship Edition de 2006, tu vois, juste tous les jeux de Sony à l'époque, puisque c'était une exclu PlayStation. Je répliquais ce que je voyais à la télé. J'étais un gros joueur de Gran Turismo aussi. OK, Et c'est comme ça en fait que j'ai baigné là-dedans. J'étais un grand fan de F1. Enfin, je suis toujours la F1, pas autant qu'à cette bien époque-là. sûr. Il y avait aussi moins de grands prix. Mais c'est comme ça que j'ai démarré, amoureux aussi des analyses techniques, des Jean-Louis Moncé, des automotos, de la culture automobile aussi au-delà de la Formule 1. Ce qu'on dit souvent, des fois que les fans de Ferrari, c'est est-ce que vous êtes fan de Ferrari, de l'écurie ou de l'automobile? Ouais. Et je suivais complètement en fait les deux. Donc voilà comment j'ai baigné là-dedans au plus jeune âge. D'accord, donc pas d'expérience particulière avant le sim racing, karting peut-être, des kartings de log, des choses comme ça? Est-ce que tu as Et très tard en fait. d'accord, Je crois que la première fois que j'ai dû faire du karting en loc, j'étais jeune adulte déjà, j'avais passé 18 ans. d'accord. Donc j'ai jamais eu occasion, au fait, pas d'expérience particulière dans l'auto finalement, avant de rentrer dans le milieu du sim racing en fait. Le sim D'accord. racing a vraiment été mon premier point d'ancrage, euh, on va dire après plus professionnel et Bien sûr. professionnalisant dans le monde de l'automobile. OK, parfait, et donc du coup, donc amoureux de la Formule 1 et tu vas donc, décider de créer alors comment Race Clutch s'est créé? Parce que tu m'expliquais tout à l'heure en off, donc c'est d'abord une communauté, c'est ça? Ouais, absolument. En fait, bon, Race Clutch, c'est pas toujours appelé Race Clutch. Ouais, Ça s'est toujours appelé le RC. Les deux lettres sont le fil rouge, en fait, finalement, de toute cette histoire. Après, j'ai fait une première année d'études supérieures. À la base, j'étais parti pour faire médecine. d'accord. Et
quand tu fais ces années d'études-là, je sais pas s'il y a des étudiants qui suivront ou qui ont passé par ce parcours-là, mais tu sacrifies un peu tout et tu Ouais, fais vraiment que ça. ouais. Donc j'avais tout mis de côté, la F1, le jeu vidéo, etc. Et en fait, j'ai pas finalement accroché. D'accord, J'aime toujours ce domaine de la santé, du médical à côté, mais c'était pas suffisamment, si tu veux, ma vocation pour d'accord. en faire mon métier. Et du coup, comment est-ce que je lis ça au reste? En fait, quand je me suis réorienté après, cette première année-là, je suis revenu et c'est là où j'ai découvert le jeu en ligne. Parce que je suis originaire de la campagne. Euh, D'accord. je suis né à, je suis né à Limoges et j'habitais en périphérie. OK. Et autant te dire que la C'est connexion Internet, clairement à l'époque, c'était pas ça. J'ai épuisé à peu près toutes les techniques de il faut pas le wifi des téléphones pour optimiser ta box. Je sais pas si tu as connu ça, mais des prises CPL que tu Ouais. branchais pour avoir Internet qui passait par l'électricité histoire d'avoir un truc câblé. Enfin bref, à peu près Ouais. tout ce que je pouvais. Et j'ai découvert ça, du coup, on est à cette époque-là, en 2012-2013. D'accord. Et je rejoins une communauté qui s'appelle le Real Championship. Donc tu commences à voir venir le truc. Communauté en ligne, championnat de Formule 1 sur Xbox. En bon franco-français, Real Championship, le vrai championnat. Ouais. Voilà. Donc l'idée, faire des courses en 100% sur Formula One. Donc à l'époque sur Xbox 360, qui était la plateforme première, j'ai envie de dire, sur console pour faire du sim. Parce que à cette époque-là, c'est Forza Motorsport 4, donc les F1, enfin, il y a beaucoup de choses et beaucoup d'émulation sur Xbox. La 360 était aussi une meilleure console que la PS3. De manière très factuelle, hein, sans Bien sûr. jugement Xbox ou PlayStation, attention. Mais parce que j'ai été chez les deux, donc de toute façon, OK. voilà. Et j'ai rejoint en fait cette communauté à ce moment-là. Et très rapidement, voilà, j'ai découvert beaucoup de choses qu'on voit aujourd'hui. Tu vois, on se faisait des petites gazettes. Enfin, on animait notre communauté. On avait 2, 3, 4 divisions, je crois, au maximum, ce qui était beaucoup à l'époque. J'ai beaucoup traîné déjà parce que les années précédentes, même si j'avais pas été actif et que je m'étais mis de côté, j'étais actif sur tout ce qui était Formula Sim Racing, donc les premiers championnats de Air Factor 1 et 2, D'accord. puisque le Formula Sim Racing date la première saison, je crois, de 2009. Donc tu avais à l'époque un certain Stoffel Van Dorn, par exemple, qui Mmh. était League Racer. OK. Sur ce genre de championnat, c'était le début de Bono Huis. Ça parlera peut-être à certains. Bono Huis, c'est un des premiers gros sim racers Mmh. international, pilote hollandais, qui a gagné la Vegas Sea Race à 1 million de dollars en 2017, pour replacer un peu de contexte. Et donc, en rejoignant, je me suis assez vite impliqué finalement et j'ai très vite pris goût à ça. OK. J'ai créé à ce moment-là d'ailleurs ma première chaîne YouTube, puisque ma première chaîne YouTube date de, je crois, fin 2013-2014. Ouais, ce que tu me disais, plus de 10 ans que ta première vidéo, exactement. Voilà, c'est ça exactement, sauf qu'à l'époque c'était une galère sans nom en fait. Enfin, uploader une vidéo, c'était littéralement 24 heures C'est ça. d'upload pour moi. Autant dire que c'était pas, voilà, les captures, enfin la technique était pas du tout la même qu'aujourd'hui. J'avais fait un vieux truc avec un dictaphone que j'avais de médecine, j'avais enfermé mon casque dedans pour capter le son. Et j'avais OK. l'image, je m'étais mis dans le noir juste pour cadrer avec un appareil photo numérique. Enfin bref, D'accord. vraiment la débrouille quoi. Et c'est comme ça en fait que j'ai pris goût aux choses. La communauté est montée, la communauté a grandi sur F1 2013, 2014, 2015. Et là, je commençais à vraiment prendre les rênes du truc. Et c'est comme ça en fait tout simplement que ça a démarré. Après, on a eu 5 ans d'associatifs, d'événements divers en fait qu'on a organisés. On a organisé pour la sortie de F1 2015 la première LAN sur F1 Ouais. à cette époque-là. Donc on était une dizaine, on est monté à Paris, à Épône, donc en région parisienne, dans une salle spécialisée qui faisait ça dans le milieu du jeu vidéo en général. Et donc on était monté à l'époque avec nos Xbox, nos manettes et tout. Enfin, vraiment à la bonne franquette, j'ai envie de dire. D'accord. Ça a continué en fait à prendre de l'ampleur et je commençais à sentir le truc arriver aussi de la F1 qui se mettait de plus en plus là-dedans. En 2015, pareil, on a fait un event où on a eu Julien Febro qui est venu, Mmh. qu'on avait invité.
Ça, on va dire, c'était Ouais, le premier le signe. premier step. Ouais, c'est Hmm. ça, exactement. Euh, qui était un event super sympa. Et continuant, 2016, nouveau moteur, nouveau jeu F1, toujours sur les jeux F1 en fait au démarrage. Et 2017 sont arrivés les F1 eSport, où on termine deuxième, où moi déjà à l'époque je coach. Donc D'accord. Fabrizio Donoso, qui est toujours actif sur la scène aujourd'hui. Et on termine deuxième du championnat. À coup de manœuvre dans le dernier tour où on perd le championnat dessus. Enfin, D'accord. un truc, vraiment le scène dernier tour, Ouais, 4-5 virages de la fin, le truc que tu peux pas inventer, tu vois. ok. Moi, c'était mon premier Grand Prix à l'époque, puisque cette finale-là était sur les Grands Prix de F1. Je n'étais pas du tout professionnel, je faisais mes études en parallèle. J'ai fait des études dans la gestion, le market, la com, D'accord. et surtout typé gestion. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, cette communauté et tout ce qu'on a fait, donc ce qu'était le Real Championship, j'aimerais bien en faire mon métier. D'accord. Euh, et à ce moment-là, j'enclenche un espèce de plan dans ma tête qui est, bon, je me donne 2-3 ans, ce qui me reste à peu près entre mes fins d'études, début de premier job, Ok. pour me dire, ok, je vais essayer peut-être d'en faire mon métier. Et c'est à ce moment-là où le Real Championship, donc le R7, devient Race Coach. On est Donc là, d'accord. on est en 2018. Et là Euh, je me permets de te couper, on est d'accord qu'à ce moment-là, les écuries de Formule 1 ne sont pas encore impliquées comme elles le seront plus tard. Non, ouais, absolument. La première saison, en fait, les écuries de F1 sont pas impliquées du tout. Ok. C'est vraiment monsieur et madame tout le monde. Tu as 500 000 participants, tu as différentes phases de qualification en ligne. À cette époque-là, sur chacune des plateformes, Xbox, PC Mhm. et PlayStation. Et donc, bah, faut y aller. On était un peu attendu parce qu'on était connu aussi en France, à l'international déjà, parce qu'en fait, finalement, 2 ans avant, on organisait pas mal d'événements. On avait des gros championnats qui tournaient. Donc, les gens étaient un peu en mode, est-ce que vous allez y aller? Mhm. On sait que vous pouvez faire quelque chose, etc. Donc on a démarré vraiment comme ça. Et 2018, du coup, bascule sur S-Clutch. On a diversifié entre-temps sur pas mal de jeux. Project Cars est arrivé. Beaucoup de nouvelles techno. Project Cars, ça a été un gros tournant pour toute l'industrie, que je prends et que je cite souvent comme exemple. Euh, Parce que ça a amené. Déjà, tu avais en plus du nouveau matos, les TS300 Ouais. RS, les Trustmaster TX. Alors aujourd'hui, on se dit, bon, pour démarrer, tu vois, c'est juste bien. Et ça va, parce qu'on est habitué au luxe Direct Drive. Mais à l'époque, c'était une tuerie. C'est clair. C'était ce qui se faisait. Finalement, c'était ce qui se faisait de mieux, en fait. À des prix relativement raisonnables pour cette époque. Et du coup, on est arrivé sur Project Car, sur Gran Turismo, sur F1, sur le WRC aussi, sur plein de scènes qui étaient en train d'émerger, parce que WRC est arrivé juste avant la F1, parce que souvent les gens associent le tout début des e-sports et implications auto à la F1, mais en fait Ouais. c'est WRC qui l'a fait un an avant, avec ESL à cette époque-là. Et tout s'est enchaîné, les championnats du monde Project Cars aussi, Race Coach. On a commencé à gagner, à faire notre nom sur iRacing aussi. À cette époque-là, à gagner 24 heures du NURB, termine troisième des 24 heures du Mans. WRC a gagné titre de champion du monde. Sur F1, à être toujours actif. Sur tout ce qu'on a fait. Enfin bref, on rencontrait un vrai Un succès succès. Ok. sportif. Et c'est à partir de ce moment-là où après, on commençait à se faire un nom. Moi, commençais à rencontrer plus de personnes. Et en 2020, là vient la bascule où j'ai créé la boîte. Ok. Euh, Plein Covid. Donc je crois que je crée la boîte et on était en confinement juste après. Et là, tout a démarré sur l'aventure entrepreneuriale. Mais avant de démarrer cette aventure-là, il y a eu une bonne dizaine d'années finalement de gestation en fait et d'itération de tous ces projets, tu vois, autour de ça. Ok. Et du coup, tu as une équipe qui te suit? Quand la Race Clutch vraiment se lance, est-ce que c'est quoi? C'est tu vraiment un staff direct ou non? Tu vas à bras le corps en disant: «Bon allez, j'y vais, entre guillemets «solo»?» Non, parce que du coup, tu as du monde derrière toi, les pilotes, les choses comme ça, mais est-ce que tu déjà créé un gros staff à côté? Non, t'as pas. Au départ, si tu veux, t'es très communautaire. Ouais. En fait, on a professionnalisé les choses, c'est-à-dire que très tôt, une vision
Moi, j'avais la vision technique et ingénieur, tu vois. Ok. L'anecdote que je te donnais tout à l'heure sur la F1, moi, j'étais bercé euh, aux images 3D de Jean-Louis Moncé Ouais. sur F1 à la une. Et j'adorais ça. Euh, Vraiment le truc du délai qui fait Ouais. ça parce que c'est de Hmm. l'aéro ou un appui ou comment tu gérais les pneus. J'étais un peu nerd, tu vois, sur les bords D'accord. là-dessus. Et j'ai complètement transposé ça dans le sim. Donc, en fait, très très tôt, dans la communauté, on se mobilisait et c'était vraiment, en fait, selon les temps de chacun, les boulots de chacun. Enfin, on n'a pas transité tout de suite sur quelque chose Hmm. à temps plein, enfin, sur des fonctions vraiment définies. Mais on savait où on allait, tu vois. Par exemple, je me rappelle quand on est arrivé en 2017, à cette époque-là, et c'est assez net d'ailleurs, les 3 premiers étaient accompagnés par 3 structures. D'accord. Ouais. Brandon qui a gagné était accompagné par une structure à l'époque de Darren Cox qui est le père de la GT Academy. D'accord. Et Sven qui a terminé 3e était accompagné par Jim qui est devenu Williams eSport. D'accord. Euh, et qui aujourd'hui ravi, qui a un dinosaure, lui côté Espagne, qui aujourd'hui dirige la Thibaut Courtois Racing, donc l'écurie du Ouais. footballeur, D'accord. en réel et en virtuel. Et tous ces gens se sont rencontrés à cette époque-là. Et ce qu'on avait fait en termes de structure, j'avais des gars. En fait, normalement, les setups étaient standards en fixe la première année. Et quand on est arrivé sur place à Abu Dhabi, setup ouvert. Ah. Donc évidemment, tu fais toute ta prépa sur setup fixe. Tu te dis, ok, les conditions, c'est ça, ça, ça. Et là, setup ouvert. Bon, bah là, tu te dis, ok, t'as le choix de t'entraîner, limiter et tout sur place. Ce que je fais, je dis, bon, bah, une écurie de F1 dans le réel, ça fait quoi? Ça a son staff sur place, mais ça a aussi une usine et des ingés Mais oui, en backup. en Angleterre, tu Ouais, vois. bien sûr. Bon, bah, j'appelle les gars de la communauté, je leur dis, écoutez, les gars, on vient d'apprendre que les setups sont ouverts. J'ai besoin de savoir qui est dispo. Et, euh, et on essaye, De bricoler. on essaye, en fait, les trucs, on prépare finalement les courses comme ça. Les strats et tout, je dis tiens, j'ai tel plan, Fabrizio Hmm. me transmet tel ressenti, est-ce que vous pouvez tester ça sur la voiture en termes de combinaison, de C'est setup et cool. tout. Donc j'avais déjà très tôt finalement cette vision-là de la chose. Et c'est comme ça qu'on a réussi à performer. En fait, au fur et à mesure, c'est venu où bah, t'en avais qui aimaient mieux de la technique, donc qui étaient plus dans le développement, t'en as qui aimaient vraiment le pilotage pur, donc qui étaient nos aliens à nous, D'accord. comme Fab par exemple. Et ça s'est créé, si tu veux, ça s'est créé comme ça, D'accord. tout simplement, quoi. Et le milieu était pas. Enfin, faut se dire qu'à l'époque, en 2017, les écuries étaient pas impliquées. Enfin, c'était les débuts, en fait. Finalement, le monde entier découvrait le Ouais. sim racing entre la Vegas e-Race, les F1 eSport Series qui se lançaient. En fait, ce qui était avant, et tu avais beaucoup de choses qui étaient déjà présentes finalement structurellement sur iRacing Bien sûr. et sur ces simus PC et sur Air Factor, auquel moi j'avais assisté avec la Formula Sim Racing. Et que j'ai tout simplement essayé de transposer, mais à l'époque vraiment c'était on se débrouillait finalement, c'était une bande de potes en fait qui prenaient juste sa passion très au sérieux quoi. Ouais, mais c'est cool. C'est finalement, vous étiez pas encore pro, c'était la transition, c'était aussi le monde qui découvrait un petit peu, bah, le sim racing, puisqu'en fait, c'est là où c'est Ouais, les belles complètement. années où parce que le sim racing a toujours existé. Moi, en 2003, je C'est faisais ça, de la c'est ça, NASCAR, et cetera, là, comme c'est je te ça. l'ai Ouais. dit, donc ça existait. Mais par contre, c'est la première fois où là où tous les autres grands jeux avaient déjà une scène e-sport, bah, là, ça arrivait. Et finalement, c'est les bonnes années parce que c'était la transition entre bah, vous êtes obligé de vous professionnaliser parce que bah, il faut amener des compétences et des résultats, et en même temps, vous avez ce côté associatif où il y a une communauté derrière qui est prête à vous soutenir, quoi. Donc c'est cool. Ouais, c'est ça, c'est ça. De toute façon, en fait, quand on s'est professionnalisé après, on a pioché dans Les ceux bons qui éléments, étaient quoi. présents dans l'équipe en Eh oui, bien fait. sûr. Eh C'est oui, bien ça. sûr. Parce qu'on avait on avait déjà un historique, on avait une volonté de le faire. Après, dans le parcours entrepreneurial, si tu veux, vu que c'était jeune, t'as eu les erreurs aussi, Mmh. enfin, t'as eu le bon et le moins bon là-dedans. Et là-dessus, on va dire maintenant, à plus de la trentaine, c'est là où tu prends du recul aussi sur les choses, où c'est deux niveaux qui sont finalement extrêmement différents. Ouais. En fait, quand tu passes du côté joueur, et en fait, j'ai envie de dire, c'est un peu typique à toute passion. Si tu veux faire de ta passion ton métier,
il faut quand même que tu sois prêt au fait que finalement c'est ton métier. Et oui. Et, et ça a été ça peut être parfois le point de difficulté, tu vois, quand tu as ta passion, finalement c'est un peu ton échappatoire, tu vois, en quelque sorte. Et là, tu le perds, du coup. Que là ça devient ton quotidien, tu vois. Et donc c'est une autre perspective, pareil pour les gens qui le découvraient, parce que finalement c'était des carrières qui n'existaient pas du tout à l'époque. Et ça a amené toute cette forcément toute cette différence et toute cette courbe d'apprentissage après qui a eu en fait pour toutes les personnes qui ont été impliquées. Mais même aujourd'hui encore, tu vois, je sais qu'il y a des gens qui faisaient partie du Real Championship, je les régulièrement quand je stream sur YouTube, qui plus de 10 ans après suivent toujours ce qu'on fait, et je trouve ça génial en fait, parce que les gens ont pas perdu leur passion, pardon. Et puis humainement, ça a été super enrichissant. Ah, mais c'est clair, mais c'est beau, ça veut dire aussi que vous avez fait vibrer les gens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre histoire, si 10 ans plus tard, les personnes des premiers jours sont encore là, ça veut dire que, après, on va pas se mentir, hein, moi, je trouve que la Race Clutch, elle a explosé toutes les possibilités, quoi. C'est vraiment top. Mais je trouve ça beau. Je trouve ça l'histoire avec la communauté qui est vachement intéressante. Mais du coup, là, tu vas arriver dans le côté pro et c'est là où c'est bien. Mais alors, explique-nous comment ça se passe, parce que du coup, là, il y a la Formule 1 qui arrive dans votre monde, hein. Ouais, tout à fait. La F1 arrive dans notre monde. Donc là, on est en 2018. Ouais. Donc deuxième année de championnat. Et là, pour nous, à cette époque-là, c'est plus dur parce que on n'a pas du tout de contact là-dedans. Ouais. C'est ce que j'allais demander, justement. Comment aujourd'hui on peut contacter ou être contacté par une écurie de F1 dans ce genre de cas, quoi. Moi, ça a été très simple. Je me suis rendu sur place, sur des conventions, sur les circuits, et tu fais du porte-à-porte. T'envoies des emails, Au culot, quoi. prends ton téléphone, un peu au culot, ouais, complètement. Ok. Complètement. Et j'avais eu la chance, après forcément avec la finale et ce qu'on avait réussi à faire, de tisser des liens. Parce qu'en fait, si tu veux, on va pas se mentir, ça détonnait. À l'époque, j'avais du coup un peu plus de 25 ans. Ok. Mec qui joue aux jeux vidéo, 25 ans, qui gère un team. Ouais. C'était pas commun, tu vois. Ouais. En fait, ça détonnait un peu dans le paysage, tu vois, ça ouais. étonnait. Les gens étaient curieux. Et donc, de par cette curiosité, m'ont amené en fait les premiers contacts, plus les résultats qu'on avait fait, les teams qui s'intéressaient pour transiter sur l'année suivante. Et du coup, en fait, c'est comme ça que ça s'est fait. Et de contact en contact, en fait, c'est comme ça que je suis arrivé à me faire plein de réseaux, en fait, dans le monde du sport automobile, en réel. Mais ça n'a pas pris direct. C'est-à-dire que 2018, 2019, on n'est pas dans le championnat de F1. Ouais. En tout cas, on y est. Fabrizio y est. Ouais. T'as placé des pilotes, mais la structure, elle ne l'est pas. C'est ça. Et même au niveau des pilotes, en fait, avec Fabrizio, en fait, on est en décalage, si tu veux. D'accord. Parce que c'est un écosystème qui est très fermé et sur lequel il peut être difficile de rentrer, surtout que même pour les écuries finalement, le business de l'e-sport, du jeu vidéo même de manière générale, c'est quelque chose qui leur est complètement étranger, donc elles ont tout à apprendre. Et pendant ces années-là, en fait, finalement, derrière, tu vois, on est donc Fab est chez donc Force India à l'époque, Racing Point, je crois que ça s'appelait déjà cette année-là, donc en 2018. Et tu vois que on commence à rentrer dans le milieu un peu plus peut-être requin de la F1. Ouais. C'est-à-dire là, vraiment, sur les intérêts, sur le sportif, tu as un côté politique qui n'était pas présent avant, qui commence à rentrer en ligne de compte, tu vois. Ok. C'est-à-dire qui est avec quelle structure, qui dirige quelle structure, quelles sont les associations et les alliances là-dedans. Toutes ces choses, en fait, finalement, autour de la F1 que tu retrouves en réel et qui sont arrivées finalement naturellement en virtuel. Et en 2019, la Fab a plus de poste de pilote à temps plein.
OK, Par contre, par contact, en fait, on se retrouve à développer pour Ferrari. d'accord. Tonizza explose au début du championnat. Mmh. Ferrari, donc Tonizza va remporter le titre. Et après, on travaille, pour l'anecdote, avec une autre écurie qui est Sauber sur la deuxième partie de saison, parce que D'accord. Veloce à ce moment-là naît, et Sauber, euh, Mmh. pareil, explose deuxième partie de saison, et je crois termine troisième du championnat du monde à ce moment-là. Avec ses pilotes de l'époque, il y avait déjà Daniel Berezné d'ailleurs à l'époque, qui est chez Mercedes maintenant depuis un certain temps. Et du coup, je me Et permets de te donc, couper. Juste quand tu me dis que vous travaillez, concrètement, vous faites quoi à ce moment-là pour les autres écuries? on travaille sur la partie technique, donc tout ce qui est setup, stratégie, OK, et surtout sur la partie développement du setup. d'accord, OK. Donc pour en fait tout simplement rendre la voiture rapide, parce que le setup est une part importante Ah oui, de la performance, bien surtout à sûr. ce niveau-là, parce que sur les pilotes, enfin au F1 eSport, faut se dire que de la première à la 20e place, tu as un dixième et demi. Mmh. Voilà. Faut que tu te cales dans ce dixième et demi. Tu fais un pixel d'erreur, C'est tu cuit. passes de la première à la 5e place, tu vois. Bien sûr. C'est ridicule. Et je pense que l'écart moyen d'une Q1 à une Q2, d'une Q2 à une Q3, il dépasse pas peut-être 10-15 millièmes. Ouais. Te faire knockout, c'est vraiment, enfin voilà. Et on le voit sur les derniers championnats, même sur le dernier championnat, enfin, tout le monde peut marquer des points. Quasiment toutes les écuries sont en capacité d'aller sur le podium. Donc les derniers détails qui font la différence, c'est tout ce que tu vas travailler finalement autour. Ouais. Euh, et, et on travaillait vraiment sur ça pour ces écuries-là, sachant qu'à cette époque, évidemment, au début, c'était relativement avant-gardiste, parce que tu n'avais pas les structures que tu as aujourd'hui, avec du développement dans les jeux, etc. C'était assez différent. Mais on avait déjà cette vision-là, de par ce qu'on faisait en tant que communauté aussi, 10 ans auparavant, si tu veux. OK. Donc c'est comme ça que ça s'est fait pour ces écuries-là. Et c'est comme ça aussi qu'on a gardé un pied dedans, qui nous a permis par lien de contact, au fur et à mesure que l'industrie aussi se développe, et ce qu'on faisait aussi sur les autres jeux, Bien sûr. que ce soit sur Gran Turismo, sur iRacing, enfin sur toutes les autres licences sur lesquelles on gagnait, où on a fait toute notre réputation en fait, à ce D'accord. moment-là. OK. OK, du coup, donc là, tu fais ça et ensuite, vous allez signer un premier contrat. Ouais. Heu, donc là, maintenant, tu es intégré. Donc la Restwatch, elle est clairement intégrée dans le vous avez le réseau, vous avez tout ce qu'il faut. Hmm. Est-ce que avant de parler donc du fait que vous allez signer, est-ce qu'à ce moment-là, en termes de structure, comment vous êtes en termes de structure au moment où la transition? Vous êtes un entre guillemets «un backup» de grosses écuries et que vous allez, basculer sur une signature? À ce moment-là, en fait, on est en pleine transition, mais moi, à titre personnel, parce que ça faisait 2 ans où on était. En fait, finalement, on arrivait à travailler, mais on stagnait un peu. Puis à ces Ouais, époques-là, on gagnait pas de quoi finalement en faire un job à temps plein, tu vois. d'accord. C'était de l'argent de poche, si tu veux. OK. Même pour les pilotes qui roulaient à l'époque, même pour les écuries officielles, au départ, quand ça démarrait, c'était un hobby à côté, ils étaient tous Mmh. étudiants. Pour les un peu plus vieux, avaient un job à côté. Euh, c'était, c'était pas un métier, OK. si tu veux. Moi, j'arrivais en fin d'études, j'ai fait de l'alternance, j'étais déjà dans le monde professionnel. J'ai eu l'opportunité à un moment donné, pendant un an, de travailler sur ce projet potentiellement entrepreneurial, puisque ça faisait D'accord. la suite de mes études. Puisqu'en fait, le but de mon master était de potentiellement créer une entreprise à la fin. J'avais orienté finalement un peu mes études avec la OK. vision que j'avais, OK. et ça décollait pas, tout simplement. Euh, donc, c'est posé la question de se dire, est-ce qu'on arrête tout? Est-ce que ça ne bouge pas? Les choses sont prêtes si jamais on a une opportunité, mais on est fin 2019, début 2020, on n'est visiblement pas parti pour. D'accord. Euh, et sauf que à ce moment-là, t'as le Covid qui arrive, quoi. Et et ça va tout changer. Et, et ça a tout changé. Puisqu'en fait, le sim racing était, en fait, les gens voyaient l'intérêt et que ça allait être quelque chose, que ça allait grandir.
Sauf que bah, forcément, tu es une écurie de course ou autre dans le monde du réel, business is Ouais. business, donc c'était la priorité numéro 20 si tu veux de la pile. Eh oui. Sauf que vu que tout le monde du réel était à l'arrêt, ce qui était numéro 20 de la pile est devenu numéro 1. Eh oui. Et là, à ce moment-là, le téléphone a commencé à sonner un peu dans tous les sens parce que bah, le mec qui était bizarre il y a 2 ou 3 ans Et il prend toute à son parler de jeux importance maintenant. vidéo, bah, en fait, peut-être que là aujourd'hui, il y a peut-être des trucs à faire. Bah, c'est cool, ça veut dire que déjà, tu es resté dans les répertoires, ils t'ont pas juste switché, basta, Ouais, c'est ça. Bah, après, j'avais quand même pendant toutes ces périodes-là, gardé. en se rendant sur place, Hmm, en se rencontrant, tu vois, l'aspect humain, j'avais réussi en fait à ancrer ça. Et je pense que c'est ce qui est resté aussi chez les gens qui avaient eu ce hmm, premier contact, tu vois. ok. Euh, et je gravitais toujours finalement, autour de ça. Enfin, il n'y a pas une année où je me rappelle les premiers emails où je mêlais pas une écurie de F1, juste pour se manifester, tu Bien vois. sûr. Pour dire, je Alors suis toujours c'était là. rien, peut-être que c'est des trucs qui ont fini dans les spams, qui ont jamais été lus, Hmm. mais tu sais jamais. Bah, c'est clair, c'est clair. Euh, et qui plus est, en 2019, vu qu'on n'arrive pas à rentrer, je prends une décision un peu radicale. Euh, 2017, en fait, les demi-finales étaient à Londres. 2019, enfin 2018-2019, le championnat est à Londres, donc à une entité qui n'existe plus aujourd'hui, qui a fait faillite, qui s'appelle Gfinity, qui était un organisateur de tournois e-sport. Et ils avaient une salle à Londres à côté du stade de Chelsea. Ok. Et donc, j'avais fait des connaissances là-bas et je connaissais le lieu. Bon, Fab était que pilote de développement, on n'était pas sur scène et tout. Je dis écoute, je tente ma chance. Je prends un billet d'avion pour Londres. À l'époque, j'avais pas grand chose, hein, Ouais. juste de quoi me payer le billet d'avion. J'avais de la chance parce que de Limoges à Londres, on avait une ligne Ok. de vol qui était opérée pour pas trop cher. Et je crois que je m'en tire pour peut-être 100 ou 150 euros pour 2 ou 3 jours. Vraiment au minimum, auberge de Ouais. jeunesse, à Neuf dans la Piole, enfin vraiment le truc, j'y vais et je vais me pointer devant la salle. All in, quoi. Allez, on tente tout. Voilà, je vais me pointer devant la salle, je connais des gens là-bas, je vais essayer de rentrer. Parce que tu rentrais pas sans accréditation en Eh fait, oui. déjà à cette époque. Ok. Et je me pointe, je blablate, je tchatche, et je finis par réussir à rentrer parce que j'avais connu un des gars qui était responsable du programme au sein de Formula One sur place. D'accord. Et donc, j'assiste à tous les events de F1 eSport en 2019. Ok. Tous les les 4 events à Londres, je les fais tous. D'accord. Et là, je discutais avec toutes les écuries, etc. Enfin, faire mon pitch. Et j'analysais à l'époque pour un site qui existe toujours qui s'appelle Orupteur. D'accord. Et je partageais en fait, même j'ai écrit des articles pour F1i à l'époque, F1i Magazine, et qui relataient de ça. Parce que c'était tout nouveau. Et donc en fait, je faisais le journaliste pour couvrir finalement pour un peu la presse française ça. Ouais, d'accord. Et c'est comme ça en fait que j'ai gardé le lien. Et t'es toujours dans le côté, ouais, toujours là, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Euh, Ouais, une C'est-à-dire, bonne sort stratégie, par hein. la porte, on rentre par la fenêtre, tu vois, sort par la fenêtre, rentre par le trou de souris, tu vois. Euh, Mais vraiment têtu, tu vois. Ouais, non, mais c'est bien, c'est cool. Mais, euh, mais parfois, j'ai envie de dire, il y a que ça. À partir du moment où tu crois en ton truc, euh, Ouais, en fait, c'est il pas de la faut. chance, tu t'es créé le truc, quoi. Je veux dire, tu t'es dit, voilà, t'avais de la volonté, tu t'es dit, bah tant pis, moi, il faut que j'y sois, quoi qu'il en T'as coûte. toujours, t'as toujours quand même une part de chance parce Oui, que, en fait, enfin, rien n'est garanti, tu vas la provoquer. Et il y a des gens pour qui, malheureusement, tu vois, tu vas la provoquer, mais cette opportunité, elle vient finalement jamais, tu vois. je suis d'accord. Mais ce que Et je veux c'est dire, c'est que toute si la. tu quittes pas Limoges et que tu vas pas à chaque fois les faire, dans tous les cas, comme tu dis, effectivement, quelqu'un pourrait l'avoir fait aussi et pour avoir ne plus rien avoir du tout, mais ça n'empêche que tu as créé ce truc-là en disant, bah je lâche pas le morceau, quoi. C'est ça, c'est ça. Et finalement, un jour, ça a fini par. Et finalement, un jour, ça a fini par payer. En fait, c'est à ce moment-là où j'ai vraiment créé le réseau de contacts, Ouais. tu vois, et où ça a abouti à quelque chose bah, 3 ans plus tard, finalement. Ok. Coup, pendant ce temps-là, ce que tu me disais, alors je fais juste une petite transition. De ton côté, toi perso,
c'est le Covid, c'est voilà, tout arrive et tu me disais aussi tu as été en contact avec d'autres youtubeurs. Est-ce que c'est à ce moment-là? C'est à quelle période à peu près, Oh, ça date même d'avant. En fait, YouTube, si tu veux, donc j'avais fait des premiers tests, donc à l'époque, on est en 2013-2014. D'accord, ouais, donc c'est Une quand même chaîne quelques qui années se, avant. OK. voilà, une chaîne qui se lançait tout juste à l'époque, c'était la chaîne de Maxoul Pilote, Ouais, donc youtubeur belge, qui a été l'un des premiers à faire du commentary de League Racing. Lui, son OK, truc, c'est le commentary. Avec qui j'étais en bon contact, qui nous avait commenté à l'époque le championnat et la LAN qu'on avait fait avec Julien Febron en 2015 sur F1, ouais, OK, que je connaissais bien. Et après, j'ai commencé à faire les connaissances des Piello, ouais, donc Pierre-Olivier, tout à fait. de son prénom. Là, à l'époque, on est en 2017. Et en fait, avec Pierre-Olivier, on s'entend bien tout de suite. Lui avait, je sais même pas s'il avait 10 000 abonnés à l'époque. D'accord. Euh, Les prémices. Puisque c'était les débuts du gaming en fait sur Ouais, F1. Et il nous suivait, il regardait ce qu'on faisait, et il a roulé pour nous sur Real Championship. On a passé l'année 2018 ensemble sur le développement de sa chaîne, des contenus sur plein d'events. OK, Il est venu au F1 eSport à Londres à l'époque en 2017. Puisqu'on avait donc Pierre-Olivier, moi, Fab et Aurélien qui était un autre joueur qui avait failli se qualifier. Qui est les 5 premiers se qualifiés, il finit 6ème pour quelques millièmes. d'accord. Ah oui, oui. Euh, et qui a continué à rouler avec nous avec grand succès sur iRacing. OK, Et c'est comme ça qu'on s'est connus, derrière Hydro, aussi de cette époque-là, qui lui aussi pareil démarrait. OK, Et j'étais la petite main finalement pour plein de petits trucs sur les chaînes, tu vois, sur des orientations parfois de contenu, sur de l'aide pour les scripts, tu vois. Euh, ce genre de choses-là, des renseignements dans ce milieu-là que je connaissais de cette époque finalement. Et c'est d'accord. comme ça que j'ai commencé à vraiment m'impliquer davantage dans YouTube. Parce qu'en fait, YouTube me prenait sinon trop de temps à titre perso Ouais. euh, à cause d'Internet finalement. Mmh. Parce que l'upload, la gestion, la technique à l'époque, tout était trop lent en fait. OK. Je devais mettre peut-être 2 semaines pour faire une vidéo qui finalement te prenait pas de temps que ça à tourner. Mais derrière, entre les rendus, ce que j'avais accès à l'époque, c'était vraiment Ouais, la c'est débrouillardise, quoi. OK. Donc du coup, je me suis plu à finalement assister finalement le développement de ces gens-là et de tout cet écosystème-là, quoi. C'est comme ça que je suis rentré là-dedans. D'accord. Donc ça, c'était avant et donc du coup, pour revenir sur la période Covid, là, à ce moment-là, tu m'expliquais aussi, en off, tu vas coacher certaines personnes parce que du coup, enfin alors je sais pas, alors à quel moment pareil ça se retrouve là en termes de période parce que j'ai pas la date, à quel moment tu vas te ramener à coacher des personnes, je te laisse dire qui Euh, c'est et cetera, nous expliquer. Là, on est en 2020, du coup. Ouais, donc finalement, c'est avant Euh, la création justement derrière de l'arrêt sous en termes d'entreprise, c'est juste avant? Pendant la création. Pendant la création, c'est au même moment? On est OK, ouais, c'est ça. Tout est au même moment. En fait, le d'accord. Covid arrive, Et on ouais, crée, et là, tout explose. OK. Que ce soit organisation d'events en ligne, le coaching, les F1 Virtual GP arrivent Ouais. aussi. Ouais, donc tout Donc ouais, c'était les Virtual GP, pour replacer, en fait, c'était la course des célébrités ouais, pour faire de la Formule 1. Donc Charles Leclerc, George Russell, des invités de renom, golfeurs professionnels, enfin d'autres sports et milieux stars de la F1 OK. qui finalement passent un moment et une partie qui est diffusée sur Internet. Et c'est là où je me suis retrouvé finalement à coacher plein de personnes différentes parce que toutes les entités réelles font leur championnat en virtuel. Oui. T'as pas 10 000 structures à cette époque-là. Et c'est comme ça que de contact, d'abord avec Renault du coup, je coach quasiment toute la Renault Academy et Curie OK, Renault à l'époque. Donc c'est OK. là où je rencontre Esteban, Ouais, Fernando Alonso aussi au passage. Euh, à cette époque-là, Oscar Piastri, ouais, qui était à l'époque en formule de promotion. Christian Lundgaard, Jian Yuzu aussi. ouais. C'est là où je découvre aussi toutes ces personnalités-là. Et c'est des mois en fait complètement fous parce que toutes les semaines il y a un truc quoi.
Ouais. Toutes les semaines, il y a un truc, il y a une demande, des potentiels projets qui s'étudient. Et puis, grosse aventure aussi, l'IndyCar fait un truc génial parce que l'IndyCar est sur iRacing à cette époque-là. Ouais. Et iRacing a les droits de licence et ils font leur championnat virtuel. Et, euh, et là, je suis contacté par Simon Pagenaud. Oui. Qui me dit ouais, euh, j'aime bien ça et tout. En fait, je connaissais quelqu'un qui connaissait son manager de l'époque. C'est ce que je veux dire, comment tu peux être dans la liste d'appels de... C'est énorme, c'est énorme. Ah mais enfin, là, je reçois un WhatsApp un jour. Je l'ai encore aujourd'hui. Ouais. Je me rappelle toujours ses premières lignes. C'est bonjour, je m'appelle Simon Pagenaud, tu vois. Ah bon? Et là, si tu veux, c'est lunaire en fait. Ouais, c'est clair. Parce que tu passes aussi bah, des années à ramer un peu vis-à-vis de cet Bien sûr. écosystème-là, et là, tu as une certaine forme de reconnaissance qui arrive. Et le championnat d'IndyCar, ça a été le parallèle en termes de performance, l'occasion d'impliquer toute une communauté et de retrouver cet aspect communautaire. Et du coup, là, de commencer à développer vraiment un programme d'entraînement et un programme sportif pour du virtuel appliqué à un pilote en réel. Ok. Et Simon a été incroyable là-dessus parce qu'il s'est vraiment pris au jeu. C'est-à-dire qu'il s'entraînait 3, 4, 5 heures par jour sur le Ah ouais, simu. d'accord. Lui était aux États-Unis, donc nous c'était les soirs en France. Il T'as faisait passé sa des prépa bonnes nuits. physique. Après dans le simu, ouais exactement. J'ai passé de bonnes nuits. J'étais encore chez mes parents à l'époque, voilà, Ok. jusqu'à minuit parfois et tout à faire les programmes, lui envoyer les télémétries, avoir des pilotes de la Race Coach du coup qui s'entraînaient avec lui pour lui D'accord. apprendre sur les trajectoires, les strats, le spotter avec son ingénieur en plus course de l'époque Ben Bretzman, D'accord. qui gère aujourd'hui Scott McLaughlin, parce qu'à l'époque Simon était chez Penske. Ok. Et, euh, et a géré en fait finalement le championnat pour Simon qui était débutant. Oui, du coup. Et t'as en plus à l'époque donc Félix Rosenquist qui lui est chez Redline. Et t'as Scott McLaughlin qui est chez Apex Racing Team, qui sont deux énormes structures en sim racing. Et tu as Sage Karam qui est chez Coanda, qui est devenu D'accord. Porsche. Ok. Ouais, Donc donc... en gros, t'as le top du top d'iRacing. Et là, nous, on est en mode... on Wow. peut se faire un nom, quoi. C'est clair, c'est clair. Et la mécanique prend comme ça. Et du coup, au-delà de Simon, les Le Mans virtuel aussi arrive cette année-là. Pour continuer, donc t'as la folie des Virtual Grand Prix, t'as la folie de l'IndyCar. Ah oui, tout arrive en fait. Sur le sim racing, tout arrive à ce moment-là, quoi. Tout arrive d'un coup, en fait. Je crois que le CSL-DD, en plus, arrive vers ces époques-là. D'accord. Où Fanatec fracasse le marché avec cette offre-là. Et du coup, là, ça prend des ampleurs énormes. Pour le Mans virtuel, je monte le team pour la fondation de la Princesse Charlène de Monaco. D'accord. Qui avait un team, parce qu'en fait, tous les ans, tu as un porte-drapeau qui est une célébrité, en fait, quelqu'un de très connu pour le Mans, pour donner le départ. L'année d'avant, c'était la Princesse Charlène, en l'occurrence, qui avait donné le départ des 24 heures en 2019. Et donc, de par les contacts du World Endurance Championship, etc., j'ai un abonné qui est sur Monaco et qui me dit, écoute, il y a un projet qui se monte, mais c'est quelque chose de très sérieux pour la famille princière, je veux que ce soit toi qui le monte. Je veux que ça soit fait, je veux que ça soit carré, etc. Énorme, énorme. Truc lunaire, tu vois, comme le message, je m'appelle Simon, tu vois, enfin, et il y a plein de trucs lunaires qui se passent pour ça. On organise aussi en backup derrière sur Gran Turismo, t'as un match Carlos Sainz versus Esteban Ocon sur l'équipe. Oh là là. On se retrouve avec certains de nos gars qui vont gérer les caméras pour le stream et tout, pour aider et suppléer Webedia dans la gestion du truc. Enfin, que des trucs comme ça.